Bonjour les marmottes. Aujourd'hui on continue avec le chapitre 2 de Jean de La Fontaine de Marcel Pagnol. César Soubeyran approchait de la soixantaine. Ses cheveux rudes et drus étaient d'un blanc jaunâtre strié de quelques fils roux. De noires pattes d'araignée sortaient de ses narines pour s'accrocher à l'épaisse moustache grise. Et ses paroles sifflotaient entre des incisives verdâtres que l'arthrite avait allongées. Il était encore robuste, mais souvent martyrisé par les douleurs, c'est-à-dire par un rhumatisme qui chauffait cruellement sa jambe droite. Il soutenait alors sa marche en s'appuyant sur une canne à poignet recourbé et se livrait aux travaux des champs à quatre pattes, ou assis sur un petit escabeau. Comme Philoxène, mais depuis plus longtemps, il avait sa part de gloire militaire. À la suite d'une violente querelle de famille, et peut-être aussi, disait-on, à cause d'un chagrin d'amour, il s'était engagé dans les Zouaves, et il avait fait la dernière campagne d'Afrique dans l'extrême sud. 2 fois blessé, il en était revenu vers 1882 avec une pension et la médaille militaire dont le glorieux ruban ornait son veston des dimanches. Il avait été beau jadis, et ses yeux, restés noirs et profonds, avaient tourné la tête à bien des filles du village, et même d'ailleurs. Maintenant, on l'appelait le papé. Le papé, d'ordinaire, c'est le grand-père. Or, César Soubeyran ne s'était jamais marié. Mais il devait ce titre au fait qu'il était le plus vieux survivant de la famille. En somme, un pater familias, détenteur du nom et de l'autorité souveraine. Il habitait la grande vieille maison des Soubeyran, au plus haut des Bastides, près de l'aire éventée qui dominait le village. C'était un mas à longue façade, séparé de la route des collines par un terre-plein qui soutenait un mur de pierre bâtie, et qu'on appelait le jardin, parce qu'une bordure de lavande conduisait de la route à la porte. Les volets, selon la tradition de la famille, étaient repeints en bleu clair chaque année. De plus, la réputation bourgeoise des Soubeyran était solidement établie sur le fait qu'au lieu de déjeuner dans la cuisine comme tout le monde, ils avaient toujours pris leur repas dans une pièce spéciale, la salle à manger, où l'on pouvait admirer une petite cheminée citadine qui ne tirait pas très bien, mais qui était en marbre véritable. Le papé y vivait tout seul, avec une vieille servante sourde et muette, et de plus têtue comme un âne rouge. Elle feignait de n'avoir pas compris les ordres qui ne lui plaisaient pas, et n'en faisait qu'à sa tête. Il la supportait à cause de ses talents de cuisinière et de son grand courage au travail. Surtout, il n'y avait pas à craindre qu'elle l'écoutât aux portes, ni qu'elle fît des commérages. Les Soubeyran possédaient de grandes terres autour du village et dans les collines, mais presque toutes incultes, car le malheur avait dévasté la famille. Des 4 frères du papé, 2 étaient morts à la guerre de 14, et les 2 autres s'étaient suicidés tour à tour, l'un parce qu'il se croyait poitrinaire, à cause d'une dent qui saignait, l'autre après la mort de sa femme aggravée par une sécheresse qui avait grillé ses topinambours. C'est ce dernier qui lui avait laissé Hugolin, suprême espoir de la race des Soubeyran. Ce neveu vivait dans l'ombre de son oncle, qui était aussi son parrain. Il venait d'atteindre ses 24 ans. Il n'était pas grand, et maigre comme une chèvre, mais large d'épaules et durement musclé. Sous une tignasse rousse et frisée, il n'avait qu'un sourcil en 2 ondulations, au-dessus d'un nez légèrement tordu vers la droite, et assez fort, mais heureusement raccourci par une moustache épointée qui cachait sa lèvre. Enfin, ses yeux jaunes, bordés de cils rouges, n'avaient pas un instant de repos, et y regardaient sans cesse de tous côtés, comme ceux d'une bête qui craint d'une surprise. De temps à autre,
Un tic faisait brusquement remonter ses pommettes. Et ses yeux clignaient 3 fois de suite. On disait au village qu'il parpelait comme les étoiles. Il avait fait son service militaire à Antibes, dans les chasseurs alpins. À son retour de la caserne, le papé, qui tenait à vivre seul dans sa maison, avait acheté pour lui un petit mas qui s'appelait le mas de Massacan, du nom d'un ancien propriétaire. C'était une assez longue bâtisse, presque au sommet d'un coteau, devant une épaisse pinède noire et juste en face des bastides, dont elle était séparée par un vallon étroit et profond. Sous le mas des champs, en gradin descendait jusqu'au bas du coteau, c'étaient des bandes de terre soutenues par des murettes de pierres sèches. On y voyait çà et là des oliviers taillés en couronne, des amandiers, des abricotiers et des cultures, des tomates, des maïs, un peu de blé. Une route rocheuse y montait en lacets et partait ensuite se perdre au vallon des Romarins, là-haut dans les collines. En passant à la hauteur du mas, elle s'élargissait en esplanade, une planète, au fond de laquelle se dressait la bâtisse, près d'un puits abrité sous un large figuier. Devant la porte, un très vieux mûrier, dont le tronc énorme n'était plus qu'un cylindre d'écorce, étendait aux rondes d'ombrageantes branches richement feuillues. En lui donnant ce mas, en avant sur son héritage, le papé lui avait dit « Quand je serai mort, tu habiteras la maison Soubeyran. Mais jusque-là, arrange Massacan. Comme ça, plus tard, tu pourras le louer à quelques paysans ou le donner à un de tes enfants. » Mais Hugolin pensait qu'il ne se marierait jamais, qu'il louerait la maison du village à quelque monsieur de la ville, et qu'il finirait lui-même ses jours dans son petit mas des collines, où il pouvait parler tout seul à son aise et compter, toute porte fermée, ses pièces d'or. Son père lui en avait laissé 32, dans une petite marmite de fonte qu'il avait enterrée sous un pied de son lit, dans la grande cuisine. Tous les 4 ou 5 mois, il ajoutait 1 louis à ce trésor qu'il éparpillait alors sur la table et qu'il recomptait à la lumière jaune d'une bougie, son fusil chargé à côté de lui. Alors il caressait les rutilantes médailles, les faisait glisser contre sa joue, puis, avant de les remettre dans la marmite, il les baisait l'une après l'autre. De temps à autre, le papé, qui voulait ressusciter la famille, lui proposait quelque fille du village qui n'eût pas été mécontente d'épouser les territoires des Soubeyran, en y ajoutant quelques parcelles. Mais Hugolin lui répondait toujours « Eh, j'ai pas de mulet, puisque tu me prêtes le tien. J'ai pas de poule ni de chèvre, parce que ça ravage tout. Je porte pas de chaussettes, parce que ça me fait des chatouilles. Alors, une femme, à quoi elle me servirait ?» « Il y a le sentiment, dit le papé. « Oh, pour ça, répliqua le sensible Hugolin. Quand je vais à Aubagne, presque chaque semaine, je m'arrête une demi-heure au figuier, puis, pour me nettoyer les idées, j'ai calculé que ça me revient dans les 15 francs par mois, et je peux choisir. Tandis qu'une femme, il faudrait la nourrir, l'habiller, et elle me parlerait tout le temps, et elle me prendrait toute la place dans mon lit. Alors, nous verrons plus tard. » Le papé n'insista pas. Mais un jour qu'il était venu déjeuner à Massacan, il regarda la vaste cuisine, secoua la tête et dit « Galinette, ça ne peut pas continuer comme ça. Cette maison, c'est un fumier, tes draps de lit sont presque pourris, ta chemise par un morceau. Et ton pantalon, on te voit les fesses. Ne te marie pas encore, puisque ça ne te plaît pas, mais il faut qu'une femme vienne ici de temps en temps, je te trouverai quelqu'un. » C'est ainsi que, le soir même, il revint
avec Adélie, qui portait sur son épaule un balai de paille tout neuf et une raclette à longs manches. C'était une veuve de 40 ans, blondasse, mal peignée, la poitrine flottante dans un caraco bleu. Elle avait de gros yeux bovins, une bouche épaisse, et au milieu de la joue un grain de beauté orné d'une virgule de poils blonds. « Voilà Adélie, » avait dit le papé. « Elle est brave, et c'est une grosse travailleuse. »« Elle va venir tous les jours ?» demanda Hugolin, inquiet. « 3 jours par semaine. 30 sous par jour, c'est pas cher, et ça vaut la peine. Té, regarde-la. » Délie, armée du balai, poussait déjà vers la porte des moutons de poussière raccrochés sous la grande armoire. « Vous pressez pas, Délie, dit Hugolin. Venez un peu vous asseoir ici pour boire un verre de vin et qu'on parle. » Délie s'avança et prit une chaise sans lâcher son balai. « C'est tout parler, dit le papé. Elle viendra ici, lundi, mercredi et samedi, à 7 heures le matin. Elle t'apportera le pain, elle fera ton ménage, et elle préparera ton manger de midi pour 2 jours. Pour le soir, ce n'est pas la peine, puisque tu souperas toujours chez moi. Et puis elle emportera ton linge pour le laver, et elle te fait le raccommodage. Et le soir, elle part à 6 heures. « Le samedi, dit Hugolin, ce serait mieux qu'elle couche ici. »« Pourquoi faire ?» dit Délie. « Pour me tenir compagnie. Vous n'avez plus de mari et moi je n'ai pas de femme. Ça ferait du tort à personne. »« Et pourquoi pas ?» dit le papé. « Moi, dit Adélie, assez mollement, ces choses-là, ça ne m'a jamais bien plu. »« Moi non plus, dit Hugolin, mais je suis jeune et j'ai le sang fort, c'est la nature qui le veut. »« Eh oui, dit le papé, c'est des choses qu'il faut. C'est des choses qu'il faut s'en débarrasser, hein. Autrement, ça vous tracasse, ça empêche de travailler. » Délie hochait la tête et ne montrait guère d'enthousiasme. « Écoute, Délie, je t'embêterai pas à te faire la cour, comme il y en a. Je te dirai pas des mots d'amour, j'en sais pas. Et puis, je t'empêcherai pas de dormir. Et puis, tiens, le samedi, si tu restes, je te donnerai 40 sous de plus. »« Ah non !» dit Délie choquée. « Ah non ! Ça serait dégoûtant de se faire payer pour ça. Mais si tu veux, au lieu de me donner 30 sous par jour, tu me donneras 40, et peut-être je resterai, parce que le samedi soir, tout le monde s'amuse au village, et moi, je ne sais pas quoi faire. »« Bon, dit le papé, puisque vous êtes d'accord, c'est plus la peine d'en parler. » Adélie se leva et reprit avidement la chasse aux moutons. « Viens, papé, dit Hugolin. Il faut que je te parle. Et après, je te ferai voir quelque chose. Viens. » Il entraîna le vieillard sous le mûrier et le fit asseoir sur la murette qui cernait le pied du vieil arbre. « D'abord, il faut que je te dise, cette vie que je fais ici, c'est pas intéressant. Je travaille beaucoup, et ça ne rapporte rien. 2 sacs de pois chiches, 6 paniers d'abricots, 20 litres d'huile, 3 barriques de vin, des amandes, des olives cassées, quelques douzaines de grives, 100 kilos de figues sèches, ça, c'est du bricolage. En tout, cette année, j'ai gagné 750 francs. Je veux me mettre à un travail sérieux. » « Bravo, bravo, tu me fais plaisir, parce que j'y ai pensé pour toi.
J'ai tous les plans à la maison et j'ai calculé tous les frais. Hugolin parut inquiet. Et qu'est-ce que c'est ton plan? C'est de refaire le grand verger soubérant sur tout le plateau du Solitaire comme il était du temps de mon père. 200 figuiers, 200 pruniers, 200 abricotiers, 200 pêchers de grand vent, 200 amandiers de princesse. 1000 arbres sur 20 raies espacées de 10 mètres. Et entre les raies, des rangées sur des fils de fer de panne muscade. Tu marcherais entre des murs de grappes, tu verrais le soleil à travers des raisins. Ça, Galinette, ce serait un monument. Ce serait beau comme une église. Et un vrai paysan n'y entrerait pas sans faire le signe de croix. Hugolin, inquiet et mal à son aise, dit « Et tu crois que je peux faire ça tout seul? Il faudrait 5 hommes, 5 ans, et beaucoup d'argent. » Bien sûr, je compte au moins 50 000 francs, mais ça serait d'un rapport énorme. Pas du tout, Papé, ne crois pas ça. D'abord des hommes capables, on n'en trouve plus guère. Et puis, il faut les surveiller, les commander. C'est un gros souci. Et ensuite, les prunes, les pêches, et même les abricots, ça arrive une année sur 2, qu'on les donne aux cochons parce qu'il y en a trop, et qu'on n'en trouve pas 10 sous par kilo. Parce qu'à ce qui paraît, que depuis 3 ou 4 ans, ceux d'Arles et d'Avignon y font tellement de fruits qu'ils en envoient des pleins bateaux qu'on ne sait plus qu'en faire. Alors ceux de Gémenos, de Roquevert, de Pont de l'Étoile, ils les ont arrachés, les vergers, et à la place, ils font autre chose. Et puisque tu veux que je me lance, ce que je voudrais faire, et que je t'ai pas encore dit, je vais te le faire voir. Il passa son bras sous celui du Papé et le conduisit derrière le mas.